Si du côté de l'Union sacrée de la nation, la coalition se consolide loyalement autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'opposition politique congolaise, quant à elle, ne parle pas le même langage. Ici, c'est le refrain des politiques africains préférés. Les coalitions, c'est fond et c'est deux fonds. C'est le cas de la gauche, de la coalition de la gauche congolaise, dirigée par Jean-Marc Kabound à Kabound, où nous avons vu quelques partis membres de cette coalition claquer la porte. Malgré ce départ, cette plateforme politique de notre pays organise une marche pour exiger un dialogue entre Congolais. Et pour en parler, la rédaction de Congo 26 Télévision est heureuse de recevoir pour vous Monsieur Augustin Bissimois, que nous allons découvrir juste après vous avoir accueilli. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité. Alors, vous êtes secrétaire général du mouvement, du MDVC, le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Monsieur Augustin Bissimois, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes, merci pour l'invitation. C'est nous qui sommes honorés de votre présence. De toute façon, Congo 26 Télévision a toujours été proche de vous. Ici ne sera peut-être pas le lieu de rappeler toutes ces fois où dans vos descentes, vous avez convié la couverture de cela à notre rédaction. Vous êtes spécialiste en management, diplômé de l'université du CEPROMAD, licencié en sciences commerciales de la Haute École de Commerce, vous êtes formateur en marketing et maintenant vous venez d'obtenir une licence en droit public de l'université libre de Kinshasa. Ce n'est pas beaucoup pour vous, vous seul. Bon, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, nous comptons en faire encore beaucoup plus davantage parce que nous estimons qu'il est important de constituer en tout cas un bagage beaucoup plus suffisant pour notre nation. Et vous savez que notre pays a besoin du capital humain. Et le capital humain, c'est au fait ça le moteur du développement de beaucoup d'autres pays. Et c'est comme ça que nous estimons que nous devons encore et encore beaucoup plus apprendre pour nous rassurer que nous sommes, n'est-ce pas, prêts à construire cette réserve nationale pour tant soit peu relever les défis. Et donc, c'est comme ça que nous pensons que c'est pas de trop. Et lorsque nous avons étudié le management, et nous étions là dans l'organisation scientifique du travail et nous avons estimé qu'on a déjà des atouts très importants quant à ça. Et on s'est dit, bon, il était aussi important de comprendre la gestion des finances publiques. Et c'est comme ça que nous avons été à l'USC pour apprendre dans ces domaines-là. Et voilà, on s'est dit aussi intéressé, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'État. Il était impérieux de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce que l'État fonctionne et les relations que l'État entretient avec le particulier. C'est comme ça que nous avons fait les droits publics à l'Université libre de Kinshasa, une université en tout cas qui est en train de faire, n'est-ce pas, qui parle d'elle-même dans notre pays et beaucoup plus en dehors, n'est-ce pas, du pays aussi. Et donc c'est comme ça que nous pensons que c'est pas de trop parce que déjà on continue et nous avons pris l'inscription à master. On va tout droit, on continue jusqu'à obtenir même le diplôme de doctorat en droit. Comme pour comprendre qu'il n'est jamais trop pour que le Congolais soit d'une bonne qualité afin de contribuer à la recherche du développement de son pays. En effet, ça vaut la peine, vous savez, sincèrement, j'ai toujours conseillé les gens à ne pas négliger les études. Et lorsqu'on étudie, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on cherche en étudiant. Il ne faut pas qu'on étudie pour chercher seulement à avoir les papiers. Parce que les papiers, nombreux en ont. Et il ne faut pas étudier pour avoir les papiers, il faut étudier pour avoir, n'est-ce pas, la connaissance, pour avoir la matière qui vous permet en réalité de pouvoir être différent lorsque vous êtes par exemple appelé à des fonctions, n'est-ce pas, publiques ou privées, que vous fassiez preuve, n'est-ce pas, de connaissances et que vous puissiez satisfaire à la demande, n'est-ce pas, de celui qui vous a invité à lui rendre, n'est-ce pas, un service. Et c'est ce que nous estimons que le capital humain est très important. C'est comme ça que nous critiquons lorsque on met, n'est-ce pas, de la légèreté dans la formation des enfants. Nous estimons qu'on rend un très mauvais service à la nation. Et tout parent qui n'a pas, n'est-ce pas, bien scolarisé ses enfants, en tout cas, il a rendu un très mauvais service à la nation. Et c'est comme ça que nous lançons un appel à tous les parents qui aujourd'hui envoient les enfants à l'école, de comprendre qu'il ne suffit pas de les envoyer, mais il faut aussi faire les suivis
pour se rassurer qu'ils ont les éléments ou les matériaux nécessaires sur le plan intellectuel. Parce que j'ai toujours dit qu'il y a la différence à faire entre, n'est-ce pas, un diplômé et un intellectuel. Et nous, on se forme pour demeurer, n'est-ce pas, cet intellectuel dont la République a besoin. C'est pas un diplômé tout simplement. Parce qu'il y a une différence entre diplômé et intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui a des connaissances scientifiques à travers lesquelles il peut transformer, n'est-ce pas, la société de manière positive. Il peut répondre, n'est-ce pas, à la demande, n'est-ce pas, jusqu'à apporter des solutions idoines aux problèmes posés dans la société et par la société. Et c'est comme ça que vous avez désormais, je critique ceux-là qui sont docteurs en économie, mais l'économie sombre dans notre pays. Et donc tout ça, apporter justement des solutions. En effet, ce ne sont pas des intellectuels. Ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des diplômés. Et nous faisons, n'est-ce pas, un effort pour être pas diplômés, mais intellectuels. Et quand nous scolarisons les enfants, nous les suivons de façon à ce qu'ils ne soient pas seulement diplômés, mais qu'ils soient intellectuels, capables à transformer, n'est-ce pas, des problèmes en solutions voulus par la population. Et c'est ça un peu le débat dans lequel nous sommes plongés. Parfait. Parlons de la res publica. Ce pourquoi vous êtes allé faire des études de droit public à l'Université libre de Kinshasa. Votre mémoire est restée sur le Parlement. Un mémoire dont on parle un peu plus qu'une thèse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler de manière brève, je devrais dire? Bon, brièvement, nous avons travaillé sur les parlements, garants institutionnels de la gouvernance en République démocratique du Congo, analyse critique. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, nous avons été intéressés par ces sujets parce que nous pensons que, et nous qui faisons les droits publics, nous sommes, n'est-ce pas, pour l'État, c'est que les médecins et pour le corps humain. Et donc, si le médecin doit apporter tout pour que l'homme soit en bonne santé, eh bien, nous, n'est-ce pas, qui avons opté pour les droits publics, nous devons aussi tout faire pour que l'État fonctionne pour le mieux. Parce que les droits publics constituent cet ensemble de règles juridiques, n'est-ce pas, qui organise ou qui parle des fonctionnements de l'État et qui analyse les relations que l'État entretient avec les particuliers. Et donc, lorsque déjà on parle du fonctionnement de l'État, nous sommes interpellés et nous devons nous poser des questions en ce qui concerne notre État. Est-ce qu'il fonctionne normalement? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? C'est dans cette hypothèse-là que nous avons analysé le Parlement en tant que garant institutionnel de la gouvernance. Il était question de savoir à quel niveau le Parlement était-il garant institutionnel de la gouvernance dans notre pays en RDC. Eh bien, en analysant l'article 100 et 101 de la Constitution, nous avons compris que les constituants de 2006 a doté, n'est-ce pas, du Parlement, au Parlement plutôt, un pouvoir juridique qui fait de lui un pilier, n'est-ce pas, de la gouvernance dans les rôles qui sont les siens, notamment de légiférer, de contrôler et de représentation. Et donc, lorsqu'on analyse le rôle de légiférer, on se rend compte que ce soit le pouvoir exécutif, que ce soit le pouvoir judiciaire, ils ont besoin, n'est-ce pas, des lois produites par le Parlement pour leur fonctionnement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on vous dit qu'au niveau du pouvoir judiciaire, les juges doivent s'en tenir tout simplement à la volonté du législateur. Dans sa méthode, n'est-ce pas, exégétique, il doit seulement voir qu'est-ce que le législateur veut, que dit la loi. C'est à ce niveau que César Beccaria parle également du principe, n'est-ce pas, de l'égalité des peines et des délits. Ça veut dire que ce qui a été d'ailleurs traduit en latin, nullum crimen nulla poena sine lege. Ça veut dire qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, condamner quelqu'un pour une infraction qui n'a jamais été arrêtée comme telle ou disposée comme telle par le législateur. Cela étant, on se rend compte que le législateur, c'est lui qui dicte le comportement au pouvoir judiciaire. Et donc, ce n'est pas les juges qui arrêtent.
Ce n'est pas les juges qui condamnent, c'est les législateurs qui condamnent. Ce qui fait que un législateur qui a un pouvoir comme celui-là ne devrait pas être n'importe qui. C'est là où le débat devient intéressant sur le plan juridique. C'est là où vous, je veux dire, vous amenez plus de critiques autour du fonctionnement du Parlement. En amont, oui, et en aval, lorsque nous allons du côté du pouvoir, n'est-ce pas, exécutif, qui bien sûr est bicéphale, dirigé par le président public et le Premier ministre. Et donc, on se rend compte que ce pouvoir-là a des instruments, n'est-ce pas, légaux qui lui permettent de fonctionner. Et c'est le Parlement qui le lui dote. C'est comme ça qu'on parle du Parlement comme autorité budgétaire. Sans les budgets, les parlements ou les gouvernements, le pouvoir, n'est-ce pas, exécutif, ne peut pas se mouvoir sur le plan juridique. C'est comme ça qu'il doit aller vers le Parlement pour que le Parlement lui donne ce pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir fonctionner comme il se doit, en lui dotant de la loi des finances. Et cette loi des finances, n'est-ce pas, constitue ou a, évidemment, le budget a deux parties. Vous avez la partie recettes et la partie dépenses. Et c'est le Parlement qui autorise le gouvernement, n'est-ce pas, à récolter les recettes. C'est le Parlement qui autorise, n'est-ce pas, le gouvernement à organiser certaines dépenses. Okay. Et toute dépense qui ne sera pas autorisée par le Parlement ne sera pas exécutée par le gouvernement. Et si le gouvernement se permet d'exécuter des dépenses qui n'ont pas été autorisées par le Parlement, eh bien, il est en dehors, il a violé la loi des finances. C'est comme ça que le Parlement, n'est-ce pas, revient à charge pour contrôler l'exécutif, s'est rassuré de comment l'exécutif est en train d'implémenter les programmes qui a été voté par le Parlement. Et donc, tous ces faits réunis nous ramènent à dire effectivement que le Parlement est garant institutionnel de la gouvernance dans notre pays, en RDC. Cependant, il connaît des entraves. Et ces entraves-là ne permettent pas au Parlement de pouvoir, n'est-ce pas, exercer comme il se doit ou de manière pleine, n'est-ce pas, les missions qui lui sont dévolues par la Constitution. C'est à ce titre qu'on estime que lorsque vous avez, par exemple, un pouvoir exécutif qui est bicéphale, vous avez le président de la République qui, en même temps, est l'autorité de référence de la majorité parlementaire, où le Parlement est constitué en majorité des parlementaires issus de la majorité présidentielle. Et donc, déjà là, nous avons un problème très sérieux parce que vous avez pas la théorie montesquienne qui parle de la théorie, n'est-ce pas, de séparation des pouvoirs. Et cette théorie a été, n'est-ce pas, lancée depuis 1748. Et lorsqu'on analyse depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le Constitution de 2006 a adopté la séparation du pouvoir à travers l'article 149 de la Constitution. Mais sur le plan pratique, il y a des manœuvres politiciennes qui cherchent à tout prix à contourner cette séparation des pouvoirs et à aller renforcer les pouvoirs entre les mains d'un seul individu. Et ce qui est malheureusement dangereux. C'est comme ça qu'un auteur, Ivo van Groot, vous dit que lorsque le pouvoir est concentré entre les mains d'un individu, il y a risque qu'on puisse en abuser. Et donc, c'est là les dangers que nous avons constatés. Et comme preuve, malheureusement, après notre défense, on a vu l'élection à l'Assemblée nationale où c'est le chef de l'État qui décide sur les candidats présidents de l'Assemblée nationale. Et donc, si déjà les chefs de l'État jettent les dévolus sur vous comme président de l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous devenez redevable vis-à-vis du président public. Et cela va empiéter tant soit peu sur les missions du Parlement, surtout celle de contrôler. C'est à ce titre que vous trouvez des projets qui ont été autorisés par le Parlement, mais qui ne sont pas exécutés et le Parlement reste silencieux quant à ça. Et donc, c'est comme ça que nous avons pu, on va dire, nous avons su que vous, au MDVC, une fois au pouvoir, vous suggérez la suppression du Parlement.
Bien évidemment, au niveau du MDVC, nous proposons des différentes réformes, des réformes, au fait, et parmi considérables. Ces réformes, c'est la suppression également bien évidemment, du Parlement. Bien évidemment. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'en supprimant le Parlement, vous allez résoudre, on va dire, cette sorte de rénévabilité qu'un président peut avoir parce qu'il est issu de la majorité présidentielle envers son autorité de référence? Vous avez cité d'ailleurs bien le président de la République. Dans le cas de notre Parlement, par exemple. Bien, et là, nous sommes en train de développer les sujets de mémoire que nous avons eu à défendre récemment avec mention plus grande distinction. Et j'aimerais plutôt d'abord rester dans ces faits-là. Et nous avons proposé des mesures en termes de réformes. Parce que, comme je le disais tantôt, les contrôles parlementaires, en réalité, comme il se doit, il est des facettes. Et nous n'avons pas un contrôle, n'est-ce pas, adéquat ou idoine pour permettre à ce que l'État congolais puisse fonctionner de manière, n'est-ce pas, à rendre service. Parce qu'un État sérieux, c'est celui, au fait, qui arrive à rendre service à sa population. Et donc, lorsque l'État ne le fait plus, il devient un État qui passe à côté. C'est dans cette hypothèse que nous avons, voilà par exemple, l'exemple au niveau de Kinshasa ici, il y a un projet qu'on a appelé le programme Zéro Trou, Kin Zéro Trou, avec plus de 80 millions de dollars. Mais ce projet a englouti 80 millions de dollars sans qu'on puisse voir en réalité des retombées. Et le Parlement était resté silencieux parce que les ministres, n'est-ce pas, à l'époque des infrastructures étaient de l'IDPS. Et il fallait taire, il fallait se couvrir. Et cette façon de se couvrir, parce qu'on est de la même, n'est-ce pas, plateforme, tout ça, ça empêche l'État congolais à se développer et à revenir sur la même chose chaque année. C'est comme ça qu'au lieu à Kinshasa, avec la ville de Kinshasa, il y a un nouveau programme de construction des routes. Alors qu'il y a un an, il y avait un programme ambitieux Kin Zéro Trou avec plus de 80 millions de dollars. Et donc, cela étant, il importait que le Parlement puisse, n'est-ce pas, jouer pleinement son rôle. Et nous avons proposé, n'est-ce pas, 11 mesures qui constituent en tout cas de grandes réformes courageuses qui puissent ramener le Parlement à jouer pleinement son rôle. Et peut-être que prochainement, on pourrait développer davantage ces différentes réformes pour que l'opinion puisse en savoir plus. Très bien. Nous y reviendrons très certainement dans un prochain rendez-vous. Parce qu'on parle évidemment du mouvement de pour la démocratie, le vrai changement, MDVC, votre parti, je devrais rappeler d'ailleurs, vous occupez les responsabilités de secrétaire général. Comment se porte le parti et son président national? Bon, le parti MDVC se porte très très bien. Et d'ailleurs, c'est l'occasion ici de saluer son président national, le docteur Justin Modekeriza. Et bon, et donc, nous avons d'ailleurs noté la fois passée, le samedi ici, il a présenté avec brio un nouveau livre, parce que lui, c'est vraiment un écrivain. Il a lancé un nouveau livre qui traite sur le nouveau modèle de distribution de l'aide humanitaire et au développement. Parce qu'en tant qu'expérimenté, n'est-ce pas, de ce domaine, parce qu'il a une expérience de plus de 25 ans dans le monde humanitaire, et il a critiqué le modèle ancien de distribution de l'aide humanitaire et au développement. Et pour lui, le fait que les ONG internationales reçoivent des financements, et ces financements-là sont consommés à 80% dans l'organisation logistique de ces ONG-là, parce que vous prenez le cas de PNUD par exemple, PNUD doit avoir les bureaux de représentation dans chaque province. Et chaque bureau doit avoir un personnel. Et ces sièges qui a un personnel, il faut les payer chaque fin du mois. Il faut une forte logistique en termes d'engins. Et tout ça, il y a des charges, n'est-ce pas, fixes qu'il faut supporter. Eh bien, 80% du financement, avec également ce qu'on appelle expatriés. Vous avez une ONG internationale qui œuvre en RDC, mais qui a peut-être 80% des expatriés, des étrangers qui travaillent en RDC. Et du coup, cet argent-là, qui est orienté pour le développement, est en train, n'est-ce pas, de servir, n'est-ce pas, des expatriés, et ça rentre au lieu de servir, n'est-ce pas, les communautés locales pour lesquelles les fonds ont été orientés. Et donc, il pense sincèrement que ce modèle ne va pas permettre, n'est-ce pas, au monde
de pouvoir atteindre les objectifs, n'est-ce pas, du développement durable qu'on appelle ODD, parce que d'ici 2030, au fait, le monde entier est mobilisé à atteindre ces objectifs. Et le docteur Justin a contribué à travers cette réflexion-là qu'il a présentée au monde pour que le monde comprenne qu'il y a un nouveau modèle qu'il propose. Pour lui, il faut absolument travailler directement avec les ONG locales. Il y a lieu de sélectionner, d'identifier les ONG locales, les former pour qu'il y ait transfert des compétences de façon à ce qu'elles soient aptes à pouvoir implémenter des projets directement bénéfiques aux communautés locales. Si déjà... Des projets allant dans le sens des objectifs de développement durable. Bien évidemment. Si déjà les 80% des fonds orientés dans le fonctionnement logistique ou, n'est-ce pas, le paiement des agents, tout ça, des expatriés, si ils sont orientés vers le développement, eh bien, on peut remonter, n'est-ce pas, la côte sur le plan implémentation des projets et ça sera bénéfique aux communautés locales. C'est un peu ça, les livres qu'il a présentés la fois passée, c'était le samedi et donc nous avons suivi cette conférence, c'était merveilleux et nous sommes dit, eh bien, la RDC a un citoyen qui comprend et qui, en tout cas, réfléchit sur les problèmes du monde et qui propose, qui ne fait pas que critiquer, mais qui va au-delà des critiques qui ramène des en proposant des propositions. Revenons sur Justin Mundékereza. Qu'est-ce qui se passe avec son nom? Plusieurs l'attribuent l'appartenance au Rwanda de par son nom, Mundékereza. Qu'avez-vous à leur dire? Bon, en fait, ça nous fait rire parce que c'est vrai, nous voyons beaucoup de gens qui déconnent, parce que nombreux ont du mal à comprendre l'histoire de notre pays et c'est comme ça qu'ils se perdent en pensant que tout Congolais qui a un nom contenant la lettre R était rwandais. Et malheureusement, il y a de ces citoyens qui ont cette conception et qui continuent malheureusement à jouer un très mauvais rôle et ils donnent sans le savoir ou sans le voir inconsciemment des béquilles secondaires au Rwanda. Parce que, tenez, chers journalistes, nous avons aujourd'hui le territoire de Kabambare, c'est dans les Maniema. Il y a la lettre R. Est-ce que pour autant, Kabambare devient une entité rwandaise? Nous disons non. Nous avons le territoire de Kabare, mon territoire, au sud Kivu, dont le Mwami lui-même porte le nom de Kabare, Rugemanizi. Et donc, dans ces deux noms, Kabare, Rugemanizi, vous y avez partout la lettre R. Je crois que c'est maintenant le Mwami Kabare Rugemanizi 3. En effet. Est-ce que pour autant... Qui vient de perdre son père. Voilà. Est-ce que pour autant, on veut plutôt dire que ces territoires-là, qui contiennent des chefferies, notamment la chefferie de Kabare et de Ninja, deviennent pour autant une entité rwandaise parce qu'il y a la lettre R. Lorsque nous analysons la province du Sankuru, où vous avez la lettre R, est-ce que pour autant Sankuru... Donc il y a un débat là, de caniveaux, que nous estimons que nous ne pouvons pas en réalité suivre, mais franchement, c'est dangereux. Vous avez également les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu. Est-ce que parce qu'on a Rutshuru, il y a R, du coup ça devient une entité rwandaise, et donc il y a de sales Congolais qui jouent les jeux du Rwanda sans les savoir, et ils sont nombreux, malheureusement, à l'ouest, et nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions découdre ces mensonges qui est dangereux, qui jouent les jeux du Rwanda inconsciemment, malheureusement. C'est un peu ça. Son père, jusqu'à preuve du contraire, son grand frère héritier est chef du groupement de Moudaka, dans le territoire de Kabare. Son père, Bisimwa Mudaindwa Victor, fut chef de groupement de Moudaka, chef coutumier à Kabare, pendant beaucoup d'années jusqu'à sa mort. Et donc, là, il n'y a pas de débat. Lorsque on cherche très bien, Justin Mundékereza est né le 4 janvier, n'est-ce pas, dans le territoire de Kabare, fils de Bisimwa Mudaindwa Victor et de Muhindo Venansi Mwabaizi. Et donc c'est un Congolais et il n'y a pas un débat par rapport à ça.
Nous n'aimerions pas d'ailleurs en parler parce que nous estimons que c'est vraiment un débat des caniveaux, des bas étages d'ailleurs, qui ramène le pays, n'est-ce pas, trop bas. Lorsqu'on parle des identités comme ça, il faut qu'on fasse très attention. Il a d'ailleurs été candidat président de la République aux élections de 2023. Et là, quand il faut présenter les dossiers, vous avez dans les dossiers les certificats de nationalité. Et donc, si votre dossier n'a pas de certificat de nationalité, il ne sera pas jugé recevable au niveau de la CENI. Et son dossier, que moi j'ai eu l'honneur de déposer en bonne et due forme à la CENI, a été jugé recevable parce que toute étude réunie ont prouvé que le docteur Justin Moudekereza n'a rien à voir avec ces chantages. D'accord. Revenons sur votre plateforme politique. J'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs de la coalition de la gauche congolaise dirigée par Jean-Marc Aboud Akaboud. Il y a 5 mois, vous nous avez conviés à la sortie officielle de cette plateforme dans une salle des spectacles de la ville. Qu'est-ce qui se passe? 5 mois seulement, il y a, on va dire, de départ en cascade. Qu'est-ce qui se passe au sein de la gauche, de la coalition de la gauche congolaise? Non, je pense qu'il faut d'abord rectifier. Il n'y a pas de départ en cascade. Il y a tout simplement, nous avons appris qu'il y a un qui a estimé qu'il devrait se retirer. Et c'est tout à fait normal que si lui estime que les objectifs pour lesquels il est venu sont atteints, parce qu'il y en a qui viennent pour les objectifs à court terme. Alors, si lui, c'était à court terme et que déjà il les a évalués qu'à 5 mois, c'est pas atteint, eh bien, il peut partir. Parce que je dois vous dire sincèrement que il y en a qui pensaient que la coalition de la gauche congolaise devrait intégrer le gouvernement ici de l'Union sacrée. Plutôt et qu'il pouvait avoir des postes. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que votre parti, le MDVC, le Mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement, est également cofondateur de la coalition de la gauche congolaise. Bien évidemment, le MDVC a souscrit, n'est-ce pas, à la charte portant création de la coalition de la gauche congolaise parce qu'il croit sincèrement à l'objectif ou aux objectifs que la coalition s'est assignée. Okay. Il croit à la motivation. C'est l'occasion de saluer les leaders de la coalition, le président national Jean-Marc Akaboud, qui a compris qu'il était important que tous les partis de la gauche puissent, n'est-ce pas, constituer une force de référence de la gauche en RDC. Parce que pour lui, et pour nous qui avons compris, n'est-ce pas, répondu à cet appel, nous sommes de ceux-là qui pensent qu'il est difficile de croire au développement dans notre pays lorsque vous êtes dans une plateforme politique qu'on appelle Union sacrée, et là vous y avez les unitaristes et les fédéralistes, mais tous veulent que le pays se développe, mais malheureusement, sur le plan de conception idéologique, ils sont en tout cas des opposants. Et donc ce sont des opposants sur le plan idéologique. Vous avez au sein de l'Union sacrée des sociodémocrates, vous avez également des conservateurs, vous avez les progressistes, vous avez tout ce que vous voulez, et tout ça, ils sont ensemble. Et du coup, ils vont diriger, on ne sait pas sur base de quelle idéologie, et c'est là que l'on ne peut pas espérer au changement, n'est-ce pas, adéquat dans notre pays. Et nous qui croyons à cette philosophie, nous sommes jusque-là au sein de la coalition de la gauche congolaise parce que nous y avons cru, et nous continuons à nous battre jusqu'à ce que la coalition atteigne ses objectifs parce que nous croyons à ce que notre pays puisse se gouverner en respectant les règles, n'est-ce pas, de l'art. Les frondeurs, ceux qui ont quitté, on va dire, le navire de la coalition de la gauche congolaise, accusent son leader, que vous avez d'ailleurs bien cité, Jean-Marc Akaboud, de se rapprocher de Joseph Kabila. Est-ce que cette accusation est fondée, selon vous? Bon, nous appelons ça débat de caniveau. Nous appelons ça débat des bas étages. Et nous estimons que ça ne peut pas, n'est-ce pas, nous prendre du temps à y réagir. Parce que même celui qui a raconté des choses comme ça, et j'ai ouï dire qu'il est en train de vouloir, n'est-ce pas, demander pardon. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a suivi la conférence de presse de Jean-Marc Aboud le 4 novembre. Et au cours de cette conférence, on lui a posé la question par rapport à la question relative à Kabila.
Il a rappelé qu'il a été l'un des opposants farouches à l'avoir combattu Bien évidemment. chez lui. Voilà. Et il a dit que pour lui et nous, la coalition de la gauche congolaise, Kabila appartenait au passé. Parce que aujourd'hui, c'est Tshisekedi que vous combattez. Bien évidemment. Même Tshisekedi, on ne le combat pas. Très bien. Qu'est-ce que nous avons contre lui? Parce que Tshisekedi, en tant qu'individu, on n'a rien à voir avec lui. Nous avons à voir avec les présidents de la République en tant qu'institution. Nous avons affaire avec le régime Tshisekedi qui a reçu mandat, n'est-ce pas, de diriger la chose de tous. La République. La Respublica. Et donc, dans cette hypothèse, nous avons l'obligation de jouer le rôle qui est le nôtre, que nous confère, n'est-ce pas, la loi portant statut de l'opposition. Très bien. Et Jean-Marc a précisé pour vous rencontrer, il a dit, quand j'étais à l'opposition, j'avais combattu Kabila pas comme individu, parce qu'il dirigeait le pays très mal. Et c'est comme ça que je l'avais combattu. Et maintenant qu'il ne dirige plus le pays, la loi me permet, moi, comme opposant, de pouvoir exiger la bonne gouvernance à ceux-là qui dirigent. Très bien. Donc, brièvement, il n'y a pas de rapprochement entre Joseph Kabila et Jean-Marc Kabound. Écoutez, nous battons pour le bien-être du peuple congolais au niveau de la coalition de la gauche congolaise. Si les rapprochements pourraient y en avoir, Jean-Marc Kabound a tendu la main à tout le monde. Vous avez été présent d'ailleurs, à la sortie officielle de la coalition de la gauche congolaise, il a tendu la main à tous qui estiment qu'il est sociodémocrate, qu'ils viennent pour que désormais nous construisions, n'est-ce pas, un bloc commun pour lutter contre les inégalités sociales. Et donc, si Kabila pourra penser qu'il peut venir à la coalition de la gauche congolaise, eh bien, vous allez l'accueillir. Pourquoi on va refuser un citoyen qui estime qu'il partage, par exemple, s'il adhère à notre philosophie, nous l'accueillons. Le MDVC n'est pas concerné quant à, on va dire, ses départs au sein de votre coalition. Très brièvement. Très brièvement, le MDVC n'est pas concerné par ce seul départ au niveau de notre coalition. Okay. Le MDVC demeure membre fondateur de la coalition de la gauche congolaise parce qu'il a souscrit, n'est-ce pas, à sa charte et il croit à ses objectifs et il continue à croire que la CGC va jouer un rôle très très important dans ce pays. Très bien. Pour finir, monsieur le secrétaire général, la coalition de la gauche congolaise organise une marche en date du 15 décembre 2025. C'est dans pratiquement un mois. Mais est-ce que cette marche est opportune? Et en quoi elle consiste exactement? Bien, une très bonne question. Je pense vous arracher la réponse en 2 minutes et c'est par là qu'on va se dire au revoir. Bien, au fait, tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette marche, elle est très capitale pour la République à partir du moment où elle va exiger la paix dans notre pays. La paix est la vraie. Parce que nous avons analysé de manière profonde la question de la paix dans notre pays. On s'est rendu compte que depuis que Bunagana a été pris, jusqu'à aujourd'hui, si nous faisons la comptabilité des citoyens congolais qui meurent chaque jour, eh bien, je pense que nous devrions, si nous avions l'impérium, comprendre que l'heure est arrivée de défendre l'intégrité du territoire national. Malheureusement, nous n'avons pas l'impérium et nous n'avons pas prêté ces serments. Et donc, nous avons l'obligation, le 15 décembre, de nous mobiliser tous comme un seul homme, de pouvoir exiger aux deux camps la paix. Le deux camps, c'est quoi? C'est le régime, le gouvernement congolais et le camp des Nanga. Les deux sont en train de se jouer de nous et nous disons, si on continue à les regarder comme ça, comme des simples spectateurs, nous allons risquer de perdre ce pays et nous allons faire la comptabilité des morts tous les jours. Tenez. On n'a plus qu'une minute. Merci beaucoup. Nous sommes au niveau où le pouvoir en place est en train de capitaliser cette guerre à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est sur le plan financier. Parce que les fonds orientés dans la guerre ne font pas objet de contrôle au nom de secret défense, eh bien, on peut y soutirer 3 millions, 3 milliards, tout ça, on dit c'est pour la guerre, personne ne va contrôler. Mais les résultats sur terrain, 0. 2, les gens disent qu'il faudra, si la guerre n'a pas pris fin, il n'y aura pas élection. Eh bien, on veut tirer profit de cette guerre pour vouloir, n'est-ce pas, dribbler les gens, et nous disons, la CGC est debout et ne va pas accepter ces manœuvres-là. Parce qu'au regard de l'article 74 de la Constitution, le président Tshisekedi a prêté serment
de défendre l'intégrité du territoire national. Et nous allons marcher le 15 pour exiger la paix. Et la paix passe par les dialogues inclusifs. Nous refusons qu'on se joue de nous à Doha et partout, où on va à Doha pour s'amuser. Vous avez suivi la fois passée l'accord cadre qu'on a signé. Lorsque vous l'analysez avec des lunettes intelligentes et dotées d'anticipation, vous allez comprendre qu'il s'agit encore une fois de déclarations de principes. Justement, une feuille de route. On n'a pas encore attaqué les fonds. Et c'est là que nous disons, on ne voit pas même les mesures contraignantes pour qu'il y ait le cessez-le-feu réel. Et nous, on n'a pas besoin de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est depuis Bunagana qu'on les signe, mais ça nous a rapporté quoi? Voilà un peu, en grosso modo, les combats pour lesquels la CGC va marcher avec le peuple congolais. Et nous disons ces jours-là, soit ça passe ou soit ça casse. S'il y en a qui sont prêts à marcher sur nous, eh bien, qui se préparent, parce qu'il ne s'agit pas de la nation de l'Union sacrée, c'est la nation congolaise qui nous appartient nous tous en tant que res publica. Parce qu'il s'agit de la nation congolaise qui nous appartient à nous tous, évidemment. Le MDVC, faisant partie de la coalition de la gauche congolaise, dirigée par Jean-Marc Kaboun, sera donc sur les rues du pays ce 15 décembre pour demander la paix. Et s'il faudra, il vient d'ailleurs de le dire, le secrétaire général de ce parti, s'il faudra même marcher sur eux, eh bien, ils sont prêts. Merci beaucoup, M. Augustin Bissimois, d'avoir accepté notre invitation. Ça n'est une première. Face à moi dans ce programme, je pense que ce n'est pas une dernière. Nous gardons les yeux fixés sur vos activités, d'abord au sein du mouvement d'élite pour la démocratie, le vrai changement, et nous espérons que tout va bien se passer pour vous ce 15 décembre. Et nous, en tant que rédaction, nous continuerons de regarder et pour passer bien sûr l'information à nos aimables téléspectateurs éparpillés à travers le monde. Merci d'avoir été là. C'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.